Comment vous pouvez expliquer l'effet de serre? En fait, l'air laisse passer le rayonnement solaire, d'accord? Donc la plupart du temps, le rayonnement solaire, il traverse l'air. Parfois, il rebondit un petit peu sur des poussières ou sur des nuages, mais la plupart arrivent en surface. Et du coup, ça réchauffe la surface de l'océan, la surface des terres. On le voit bien, en fait, entre l'hiver et l'été. On sent cette chaleur du soleil qui arrive. Et ensuite, tout ce qui est chaud, ça émet un rayonnement qu'on ne voit pas, qu'on appelle un rayonnement infrarouge. Alors peut-être certains d'entre vous jouent à des jeux vidéo de guerre. Si vous jouez à des jeux vidéo de guerre, vous mettez des jumelles infrarouges et pof, vous voyez les corps chauds, des ennemis la nuit. C'est le même principe en fait, votre corps, il émet un rayonnement. Donc si on a des jumelles qui regardent ce que vos yeux savent pas faire, l'infrarouge, on voit, la chaleur des corps des autres. Bref, donc le bas de l'atmosphère, les sols, ça envoie un rayonnement vers l'espace qu'on ne voit pas. Et par chance, on a des composés dans l'atmosphère qui récupèrent une partie de cette chaleur et au lieu que tout parte vers l'espace, le renvoie en partie vers la surface. Donc il y a un effet de serre naturel et puis nos activités, en fait, en ajoutant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elles rajoutent un effet de serre supplémentaire et la façon dont ça fonctionne, c'est que ça empêche de la chaleur de partir vers l'espace, donc ça l'accumule. Alors si vous voulez faire une expérience d'effet de serre, moi ce que je dis, c'est vous vous mettez sur votre lit le soir, sans couette. Donc votre corps, il est chaud et il émet de la chaleur vers l'extérieur, donc au bout d'un moment, vous avez froid. Si vous êtes à 37 et votre pièce, elle est à, je sais pas, 18 degrés. Donc si vous mettez une couette, la couette, elle emprisonne votre chaleur autour de votre corps, elle empêche une partie de partir dans la pièce. Donc c'est l'effet de serre naturel. Si vous rajoutez une deuxième couette, au début, vous ne le sentirez pas. Puis petit à petit, votre température, elle va monter parce qu'en fait, ça emmagasine encore mieux la chaleur. Donc c'est exactement de cette manière que fonctionne l'effet de serre. Est-ce que vous trouvez que la France fait assez pour lutter contre le réchauffement climatique? En fait, en France, peut-être les gens ne le savent pas, mais les émissions de gaz à effet de serre, elles étaient par personne beaucoup plus fortes dans les années 70, donc quand moi j'étais enfant. On avait des logements qui étaient très mal isolés, souvent chauffés au fioul. Vous savez qu'une seule fenêtre, au lieu d'avoir plusieurs vitres, par exemple, on avait des systèmes de chauffage moins performants, on faisait de l'électricité avec du charbon. Les voitures, elles consommaient 15 litres au 100, par exemple. Donc, à ce moment-là, il y a eu des chocs pétroliers forts. Et donc, les actions qui ont été faites, ça a été de mieux isoler les logements, d'avoir des voitures plus efficaces et de construire des centrales nucléaires, notamment. Et tout ça, ça permet en fait de faire de l'électricité, de se chauffer, de se déplacer, en réduisant en fait l'utilisation de pétrole ou de charbon. Donc ça avait en fait, on a réussi à quasiment diviser par 2, depuis les années 70, les émissions de gaz à effet de serre par personne. En fait, on le sait, enfin je sais pas si vous le saviez, mais en fait c'est une réussite ça. Après si on regarde un peu plus récemment, depuis les années 90, c'est le moment où enfin on a des émissions de gaz à effet de serre de la France qui diminuent, mais elles diminuent lentement. Et si on regarde sur les derniers 10 ans, le rythme de diminution, c'est de l'ordre de 1 à 2 par an, en moyenne. Donc c'est petit. Et donc si la France, elle voulait vraiment être sérieuse par rapport à ce qu'elle a mis sur la table, les promesses qui ont été faites au niveau international, il faudrait que le rythme de baisse, ça double en fait. Là, en fait, chaque année, qu'au lieu d'être 1 à 2 par an, ce soit plutôt 3 à 4 par an. On sait que c'est faisable avec 3 volets. Un premier volet qui est les nouvelles technologies, les rendre accessibles, par exemple les voitures plus performantes, les chauffages plus performants, etc. Il y a un deuxième volet qui est la façon dont on vit, ce qu'on choisit de faire. Et dans vos choix, vous pouvez choisir d'avoir des activités chaque jour qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre ou d'autres pas. En fait, il y a des choix qu'on peut faire, ce qu'on mange, comment on se déplace, etc. Et puis après, le troisième volet, c'est s'appuyer sur la nature. Donc faire en sorte que, par exemple, on restaure quand les forêts, elles sont dégradées, quand, les arbres dépérissent, de les entretenir, de replanter ou d'aider les forêts toutes seules à repousser pour que, on s'appuie sur leur capacité aussi à stocker du carbone, une petite partie de ce qu'on émet chaque année. Donc il y a technologie, nature et puis ce qu'on choisit de faire, en gros. Quelles solutions préconisez-vous à court terme pour faire face au dérèglement climatique? Si rien ne change, quelles sont les conséquences à moyen terme? Oui, alors en fait, de toute manière, le truc compliqué, c'est qu'il va falloir se préparer à un climat qui change. Donc, même si, en fait, le climat changera tant que dans le monde, les émissions de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre puissant, ne seront pas réduites jusqu'à être quasiment à zéro. Donc,
ce moment-là, on ne sait pas quand il arrivera. On ne sait pas, ça dépend des choix qui seront faits, de la vitesse à laquelle ce sera fait dans le monde. Et donc jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moins plusieurs dizaines d'années, le climat mondial va continuer à se réchauffer. Donc pour moi, ce qui est important, c'est dans chaque région, regarder qu'est-ce que ça va impliquer. Donc par exemple, dans le sud de la France, c'est plus de vagues de chaleur, directement. Ça va être aussi, donc prenons le cas de plus de vagues de chaleur, ça peut vouloir dire qu'on dort moins bien, on a des conditions de travail pas bonnes quand on travaille en extérieur aux heures chaudes ou dans des cuisines qui sont très chaudes. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la question de, par exemple, rajouter des arbres dans les villes pour faire des îlots de fraîcheur, ombragés en fait, et faire en sorte d'éviter d'accumuler de la chaleur dans les villes. Il y a aussi en fait la manière dont on peut aménager des lieux de vie, les écoles, les endroits où on vit, faire en sorte que ça surchauffe moins en les isolant mieux par exemple, pour l'été, ou avec plus de circulation d'air par exemple. Après, donc l'autre chose c'est sur l'eau, c'est un enjeu important. Donc un climat qui se réchauffe, ça augmente à la fois les sécheresses et les pluies très intenses. Donc ça veut dire anticiper par rapport à des situations où on risque de manquer d'eau, par exemple pour l'irrigation, pour les villes, et en même temps se préparer à faire en sorte de pouvoir évacuer l'eau quand il pleut beaucoup plus en quelques minutes ou quelques heures. Ce sont deux exemples. Un autre exemple que je voulais donner, c'est en montagne. Un climat qui se réchauffe, c'est un recul de la neige, un recul des glaciers. Donc par exemple, pour les stations de montagne qui vivaient du tourisme du ski, anticiper et essayer de trouver d'autres manières d'avoir une activité, créer de l'emploi, mais qui ne dépendent pas que du ski. Par exemple, quand les gens crèvent de chaud l'été, les faire venir en montagne, il fait plus frais, pour s'aérer, pour se reposer un peu. Vous voyez? Donc faire évoluer l'offre touristique, c'est le terme qu'on utilise. Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a des leviers d'action qui existent, en se posant la question de voilà, comment je vais faire pour vivre bien dans un climat qui se réchauffe avec toutes les conséquences, pas seulement maintenant, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que ça implique là où je vis? Sur quoi je peux agir pour être au mieux préparé? Et un des enjeux importants, c'est la montée du niveau de la mer. Donc, un climat qui se réchauffe, l'océan gonfle, les glaciers fondent, donc l'eau rejoint l'océan, donc la mer monte. Et donc il y a aussi la question d'anticiper sur les littoraux, au bord de la mer. Beaucoup de gens ont envie d'avoir des logements au bord de la mer, mais c'est quelque chose qui va augmenter les risques en fait, s'il n'y a pas d'action. Donc ça veut dire, par endroit, interdire de construire, et puis même remettre un peu plus à l'intérieur des terres, par exemple les services publics, pour anticiper, pour faire en sorte qu'ils fonctionnent et qu'ils continuent à fonctionner pendant des dizaines d'années. Que pensez-vous du contrôle de la météo? Est-ce que cela impacte les pays frontaliers? Alors ça, c'est une vraie question. Donc il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle les interventions sur la météo locale. Donc typiquement, vous voyez arriver des nuages et vous voulez faire en sorte d'avoir plus de chances qu'il pleuve chez vous en mettant des petites particules dans l'air, ce qu'on appelle de l'iodure d'argent. Donc on appelle ça ensemencer des nuages. Donc ça a vraiment un effet qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, très local. Donc dans certaines régions du monde, ça peut être source de tension. Si vous facilitez le fait qu'il pleuve chez vous et pas chez les voisins, c'est clair que ça peut être une source de tension. Mais ça reste quelque chose en fait à toute petite échelle. Il y a un autre sujet qui monte en puissance qui est mais et si on voulait délibérément manipuler le climat, pas localement, ponctuellement, mais à l'échelle planétaire? Donc il y a aussi des gens qui se disent, puisque les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas assez vite, puisqu'on est dans des situations de plus en plus graves, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir, par exemple, des techniques spatiales qui permettent de mettre des poussières dans la haute atmosphère et intercepter une partie du rayonnement solaire, le renvoyer vers l'espace et donc refroidir un peu? Et là, en fait, ce qu'on montre, c'est que d'abord, ça ne compense pas la hausse des émissions de gaz à effet de serre parfaitement, ça ne marche pas, c'est pas le même effet exactement. Ensuite, il y aurait des effets indésirables, par exemple sur la couche d'ozone, sur la pollution en surface, si on met des particules qui ont un effet polluant. Ensuite, ce qu'on montre, c'est que si on n'agit pas sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'elles continuent à s'accumuler, et qu'on essaie de masquer ces effets-là, on est obligé de le faire tout le temps, parce que si on arrête, les poussières, elles retombent très vite, mais l'effet de serre, il est toujours là. Dans ce cas-là, on s'expose à une évolution encore plus brutale du climat.
Et dernier point, ça pose encore une fois des questions de gouvernance entre les différents pays. C'est-à-dire si un pays le fait pour son propre intérêt, par exemple ses cultures, localement, mais qu'il y a un effet néfaste dans un autre pays, comment ça va se passer? Ça va être un facteur de tension énorme. Et donc la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on se met comme cadre entre les différents pays pour interdire ou contrôler ou réglementer ce type d'approche. Et c'est pour ça qu'en fait, les questions du climat, c'est pas des questions locales en fait, ou nationales, c'est vraiment des choses qu'on doit aborder de manière collective avec les règles du jeu qu'on met en place. Et c'est d'autant plus difficile que, par exemple, là, aux États-Unis, par exemple, vous avez des milliardaires qui maîtrisent en fait les engins spatiaux, les propriétaires d'Amazon, Elon Musk par exemple, qui ont des fusées, qui ont des capacités à intervenir, de lancer des choses dans l'espace. Et je pense que ça pose d'autant plus la question de qu'est-ce que les États se fixent comme règles du jeu, des choses interdites par exemple. Donc pour l'instant, c'est ce dont je discutais, hein, des interventions sur le rayonnement solaire à l'échelle planétaire, ça n'existe pas. Il y a des gens qui essaient de faire des petites expérimentations locales. Donc il y a par exemple une entreprise américaine qui a fait une espèce de vol avec un ballon au Mexique. Directement, le Mexique, il a interdit tout ça. Parce qu'en fait, c'est aussi, comme vous le disiez, c'est des sources de conflits croissants entre pays.